Coué, on est là dans un nouvel épisode de Coué Podcast qui est bien spécial aujourd'hui parce qu'on est à Wendake. Donc, habituellement, on tourne les épisodes à la tuque dans le centre Sagaigan. Mais là, on fait, pour diversifier le contenu, on a commencé à faire ça à Wendake pour là. Puis, on aimerait peut-être éventuellement voyager. Donc, les gens qui sont intéressés dans d'autres communautés, peut-être commencer à nous contacter pour qu'on se planifie un prochain voyage à Maliotenam, par exemple. Mais alors, ici à Wendake, on va parler un peu de ce qui se passe dans la communauté. Puis aujourd'hui, on est avec Marc-André Savard et Samuel Savard. Cool. Les gars. Oui. Oui, fait que les deux gars, c'est des chasseurs, des gens qui sont impliqués dans le territoire. Chacun ont leurs histoires. Fait que je commencerai peut-être par vous présenter, parler un peu de vous, qu'est-ce que vous faites, puis comme métier principalement, puis qu'est-ce que vous faites dans la communauté en général. Moi, c'est Samuel Savard. Je suis charpentier menuisier. Je fais de la construction, principalement au village. J'ai toujours resté dans la communauté à faire de la construction. On construit des maisons neuves. On a fait plusieurs. C'est ça que je fais dans la communauté pas mal. Je suis présent. Je suis toujours là à toutes les semaines. Je travaille dans les rues ici. Je travaille chez le monde de chez nous. Puis c'est ça que j'aime faire, en fait, travailler chez nous. Tu es un danseur aussi, de power? Oui, je suis danseur traditionnel également. Depuis que j'ai 4 ans. Ça fait 20 ans que je danse déjà. Fait que j'espère que ça va durer longtemps, que je vais pouvoir danser longtemps. Sinon, tu es un chasseur aussi. Puis aussi, tu es chanteur aussi. Tu as déjà participé à des événements ici à Wendake. Puis on a déjà eu un band ensemble. Fait que tu es vraiment comme un artiste qui travaille dans la construction. Ouais, ça ressemble à ça, oui. Okay. Oui, j'ai toujours aimé les projets artistiques qui se donnaient aussi dans la communauté, puis entre amis, c'est le fun aussi. Puis là, je suis sur un autre dossier pour amener le smoke dance à Wendake pour qu'on puisse apprendre à nos jeunes. Surtout un programme éducatif que j'aimerais monter pour l'apprendre à l'école. Ça serait merveilleux, ça. Pour que ça se perde, que ça continue, mettons, puis que ça se perde pas à travers le temps. Si ça devient des cours à l'école, mais t'es pas obligé de le faire, mettons, quand tu vas être adulte, de danser, mais juste de le savoir. D'où qu'on vient, puis ça vient d'où qu'on vient, puis comment ça fonctionne. Juste de le savoir, c'est bien, parce que un coup que toi, tu le sais, si tu ne l'appliques pas, mais que finalement, ton enfant, lui, il est intéressé à ça, mais tu as de quoi à y apprendre, en fait, nous aussi. Super intéressant, mais on va y revenir. Marc-André, toi, tu travailles au bureau du NCO? Oui, moi, je suis au bureau du NCO. Ça va faire 12 ans. Dans le fond, maintenant, depuis où j'agis comme agent en aménagement du territoire. En fait, toutes les activités coutumières de Huron-Wendat sont encadrées par moi. Dans le fond, je m'occupe de la loi sur les camps ou de l'implantation des camps plutôt. Des activités de chasse, pêche, piégeage et tout ce qui se passe sur le territoire. En plus, on fait de l'harmonisation, je fais de l'harmonisation forestière avec les compagnies forestières pour se faire respecter sur le territoire quand il y a des opérations ou des choses comme ça. Auparavant, j'étais technicien de la faune. J'ai fait, pratiquement 12 ans. Ça fait juste 3 mois que j'ai changé de poste, mais j'étais technicien principal au bureau du NCO. Fait qu'on a fait des projets sur panoplie d'espèces puis non, c'est ça. On a travaillé entre autres, je pense que vous savez qu'on travaille fort sur l'anguille. Oui, c'est ça, c'était bien intéressant. Ça. J'ai vu des entrevues aussi d'ailleurs avec Hydro-Québec, je pense. Ça se peut-tu? Vous avez on a fait une petite capsule avec Hydro-Québec, mais dans le fond, Hydro, c'est un de nos clients. Mais on a fait des aménagements d'anguilles à grandeur du Québec, en Gaspésie, chez les Micmacs, un peu au Saguenay, un peu surtout sur le territoire du NCO aussi. Fait que dans le fond,
on est en train de faire regagner de l'habitat que l'anguille occupait auparavant. Fait que dans le fond, à cause des barrages, puis toutes des barrières anthropiques, dans le fond, on les fait sauter, ces barrières-là. Fait que... Parce que l'anguille, il n'y en a plus depuis des années dans les cours d'eau douce au Québec. Ben, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec l'anguille, c'est que c'est un poisson, premièrement, la population a planté d'à peu près 90%, grosso modo, au Québec. Après ça... À cause de la surpêche ou à cause des barrages? Il y a plusieurs... manque de... dans le fond, là, il y a plusieurs facteurs entre autres, je dirais pas de la destruction d'habitat, mais c'est plus l'accessibilité à l'habitat. Dans le fond, comment ça fonctionne, une anguille, c'est que ça va... ça arrive de la mer, mettons... puis ça va aller pendant 20 ans dans un lac ou une rivière d'eau douce. Puis quand elle est mature sexuellement, au bout de 20 ans, elle redescend par où qu'elle est arrivée, la rivière. Puis elle s'en va dans la mer des Sargasmes, des Antilles. Elle va se reproduire, puis elle va mourir. Dans les Antilles? Oui, c'est ça. Puis là, elle va se reproduire là. Puis là, les petites civelles, eux, ils partent des Sargasmes, puis ils s'en viennent des rivières, repeupler toutes les rivières. Puis ils font ça pas juste au Québec, là, j'imagine. Ils vont pas juste un peu en Europe, un peu, mettons, dans le Maine. C'est comme la... Ouais, c'est ça. Fait que, toutes les anguilles partent des Antilles, ils remontent, ils rentrent dans des rivières. Puis, fait intéressant aussi, c'est que pratiquement 100% des individus qu'on a au Québec, c'est des femelles dans l'anguille. On comprend pas pourquoi. Ah, ouais, 100%? Pratiquement. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quand même... Ils se reproduisent une fois dans leur vie, puis c'est après avoir vécu leur vie 20 ans, ouais, c'est ça. dans l'eau douce. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, avec les barrages, tout, avant, nous autres, dans le fond, comment on fonctionne pour ce projet-là? C'est que on parle de des mentions historiques sur l'anguille. Puis là, l'anguille, OK, c'était... il y en avait, mettons, dans ce lac-là, dans ce cours d'eau-là. Mais là, elle ne peut plus monter à cause des 3-4 barrages qu'il y a en aval. Bon, dans le fond, une fois qu'on a les mentions puis qu'on est capable, on fait juste la faire retourner dans ses habitats. Naturels. Ouais, c'est ça. Dans le fond, vous faites juste faire des espèces de passages pour les anguilles, un peu comme ils font avec le saumon à certains endroits. Exactement. Mais nous autres, c'est vraiment spécifique pour l'anguille. Il n'y a rien d'autre qui peut monter là. Par rapport aux poissons indésirables, on ne pouvait pas faire des montes de poissons multi-espèces à cause de... Ça, c'est une des raisons. Là. Parce qu'il y a des espèces qui sont envahissantes aussi qu'on ne veut pas nécessairement... Exactement, qu'on ne veut pas les faire monter des bassins versants. Fait que... Là, oui, vas-y. Excuse-moi, j'ai plein de questions. C'est super intéressant, mais l'anguille, est-ce que c'est une espèce qui est fragile? Nécessairement, est-ce que c'est une espèce qui est une proie ou c'est plus un prédateur dans les rivières? C'est sûr que c'est un peu un problème dans le sens que si on lui donne pas son habitat qu'elle devrait avoir, elle passe de... parce que c'est un prédateur. C'est ni plus ni moins, c'est pas un super prédateur, mais c'est pas... c'est comme... Comme tous les poissons se mangent entre eux autres. C'est ça. C'est pas plus agressif que, mettons, un autre poisson quelconque, là, Sauf que si tu y coupes son habitat puis tu la laisses, mettons, dans un gros bassin versant, genre le fleuve, où elle peut pas monter, elle reste en mer, là, elle est vulnérable. Là, elle tombe proie plus un peu. Fait que là, on la fait, plus qu'elle monte dans le bassin versant, moins que sa vulnérabilité est moins vulnérable à cause de ça. Là. Fait que vous, ce que vous faites ou ce que tu faisais, c'était pas nécessairement de la réinsertion, c'était plus de l'accessibilité à l'habitat. Ouais, il redonne l'habitat qu'elle avait avant. Puis au Sargasme là, que tu parles, d'où c'est qu'ils viennent, c'est-tu protégé cet endroit-là par les gens qui sont là-bas? Naturellement protégé. C'est comme, comment dire, une baie de... C'est comme
un foin en suspension. Tu peux pas rouler en. C'est fucké comme place. Là, Mais ça, t'en as appris là-dessus, j'imagine? Es-tu allé là-bas? Ou ben? On n'est pas allé là-bas, mais je savais que ça venait de là depuis un bout. Mais c'est sûr que depuis qu'on est rentré dans le projet Anguille, entre autres, ben là, on a nos connaissances. Là, ils ont. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, admettons, c'est le seul habitat où ils vont se reproduire. Admettons qu'ils décident de faire une plateforme de pétrole là-dessus. Ça détruit leur habitat puis il n'y en aura plus jamais. Ben, c'est ça. Y a-tu c'est une sûr genre que de c'est protection? protection, probablement. Sûrement. Mais je pourrais pas dire le statut du territoire en tant que tel. Mais tu sais, je pense que c'est pas. Tu peux pas vraiment aller en bateau là-dessus. Tu peux pas. C'est comme. Vous regarderez là, un peu de quoi ça a l'air. C'est comme un île flottante en plein milieu de nulle part. Genre. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment spécial comme endroit. Puis ça, c'était une base de l'alimentation des peuples autochtones à l'époque. Oui. C'est des gros poissons, là. Ben, tu sais, la seigneurie de Sillery, on pêchait beaucoup, là. Puis, dans le fond, on pêchait, entre autres, beaucoup l'anguille, là. C'était pas mal. Je pense que c'est un des poissons qui était à haute valeur pour les Autochtones. Tu sais, on s'en servait pour faire de l'artisanat avec les parties, alimentation. Fait que, puis même au niveau médicinal, là, il y avait, c'est ça. Donc, c'était utilisé sur plusieurs fronts, là, cette espèce-là. Puis, tu sais, c'est ça, depuis. Les écrits disent qu'on était des pêcheurs d'anguilles puis qu'on l'utilisait l'anguille et d'autres poissons. Il ne faut pas juste dire que c'est exclusivement l'anguille. Non, mais entre autres, l'anguille, on l'utilisait beaucoup. Puis je sais pas si c'est une espèce de cliché de jeunesse, là, de l'anguille électrique. C'est-tu vrai, ça? C'est quoi? Ça, c'est une autre espèce. Là. Okay. C'est une espèce de mer. C'est un peu une murène. Okay. C'est des murets, ouais, c'est ça. Ou peut-être que je me trompe aussi, mais il y a certaines espèces d'anguilles qui sont. En Amazonie, je pense. Ouais, c'est ça, qui sont électriques. Mais tu sais, je peux pas. Je connais pas ça nécessairement. Non, c'est ça. Moi, j'y vais dans l'anguille que je connais, là, dans l'anguille argentée. L'anguille argentée. Bon, en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Puis s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, sûrement qu'il y a un peu de documentation qui se trouve sur Internet. C'est sûr que oui, on fait beaucoup de documentation, puis on fait beaucoup. Je pense qu'on est capable de montrer un peu nos ouvrages, puis nos résultats. Nos résultats sont très bons. Puis non, on est fiers un peu de ce projet-là au bureau du NIO-NCO. C'est-tu une initiative de la Nation ou c'est vraiment une initiative scientifique, puis la Nation fait partie du projet? Ben, tu sais. Ça, c'est un. Comment je vous dirais ça? Ça partie, tu sais, oui, on avait des connaissances un peu traditionnelles, puis on avait des. Mais tout part d'un programme des espèces en péril, tu sais, parce qu'il y a un fonds d'espèces en péril autochtones. Puis, dans le fond, il y a des espèces qu'on peut travailler dessus, tu sais, qu'on peut avoir, puis connaissances traditionnelles, connaissances contemporaines. Des travaux des travaux biologiques, etc., etc. Puis là, dans le fond, dans la liste, nous autres, il y avait l'anguille, nécessairement parce qu'elle est en train de planter. Puis là, tu sais, on disait, ouais, là, ça nous rejoint sur beaucoup de points déjà en partant. Puis on travaille, tu sais, fait que là, on a commencé à travailler, puis là, prendre la connaissance. Puis là, à un moment donné, là, ça a comme explosé. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Puis comme par exemple le caribou, là, tantôt on parlait de caribou, Sam, qu'il y en avait beaucoup, là, du caribou forestier ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis c'est-tu quelque chose qui serait en développement peut-être avec la Nation ou qui a déjà été en développement? Bon, on travaille sur le caribou. Ah ouais, OK. Ouais, on travaille, ça va faire 8 ans, 8-9 ans. Tu sais, dans le fond, on travaille sur différents niveaux, là. Entre autres, le projet ours, c'est un peu ça. Là. De contrôler les populations d'ours. Ouais, ben c'est pour donner le plus de chance aux fans possible. Je veux dire,
dans le fond, c'est dans l'aire de mise-bas qu'on fait du prélèvement juste pour donner le plus de chance là, quand les caribous femelles mettent bas, pour essayer d'augmenter le taux de survie. Mais on fait toutes sortes de travaux sur le caribou. C'est-tu peine perdue, tu penses? Ça vaut la peine. Ça peut-tu vraiment revenir avec un territoire qui est maintenant occupé principalement par l'orignal ou le chevreuil plus au sud? Écoute, c'est une question. C'est une question à 100 pièces parce que, dans le fond, on a tout un peu espoir d'avoir le caribou. Mais si on regarde les changements climatiques, ça a une incidence. La qualité de l'habitat, ça a une incidence. Je pense qu'elle n'est plus la même aussi. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Puis en même temps, le caribou puis l'orignal, c'est deux... deux cervidés. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout deux habitats contradictoires, dans le sens qu'il y en a un qui a besoin d'une forêt mature pour vivre. Puis, plus que tu as des grandes superficies de forêt mature, moins que les prédateurs ont des chances de tomber dessus. T'sais. Tandis que l'orignal, c'est des espèces qui ont besoin de jeunes forêts pour se nourrir. Puis, c'est ça. Des repousses. Ouais, c'est ça, exact. Fait que dans un endroit comme la réserve faunique de Laurentides, où il y a beaucoup de coupes forestières, c'est plus propice à un habitat d'orignal. Puis ils peuvent pas nécessairement se côtoyer? Ou c'est juste que, oui, parce qu'on le voit, mais on voit aussi que la population décline à cause, justement, du développement anthropique encore, là, les coupes forestières, c'est un peu le gros enjeu. Là. Fait que, dans le fond, c'est juste que les coupes forestières favorisent les passages par les prédateurs, puis ils tombent sur les bêtes plus facilement. Puis, les prédateurs qui sont, entre autres, nous. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as le loup qui a augmenté à cause de l'orignal. Fait que t'as beaucoup de dynamique changeante aussi. Là, fait que... Ouais, parce qu'il n'y avait pas nécessairement de loup ici ou non plus avant. Là. Il y en avait beaucoup moins parce qu'il y avait beaucoup. Le loup, ça suit beaucoup l'orignal. Je veux dire, s'il y a beaucoup d'orignal, le loup va augmenter. Puis là, on regarde, mettons, dans la réserve faunique des Laurentides, dans les années 2010-2012, on avait une population d'à peu près 4 orignaux au 10 carrés. 4,2. 4 orignaux au 10 km². Ouais, un calcul qui se fait. Ça. Ouais, c'est ça, par inventaire aérien. Okay. Puis, dans le fond, on était dans ces eaux-là. Fait que ça favorisait. Mettons, dans les années 2015-2010, il n'y a jamais eu d'orignaux comme qu'il y en a eu dans la réserve faunique. Fait que là, puis je pense qu'on l'a tout vu, là, quand on chassait dans ces années-là, là, on voyait beaucoup d'orignaux et tout. Puis là, c'est en train de décliner. On a fait un inventaire aérien, pas là, 2 hivers. Puis là, moi, j'estime à peu près à 2. Là, c'était revenu, ça a coupé de moitié dans l'orignal. Fait que, sauf qu'il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup... Dans le fond, si on parle... Excusez, je m'égare. Non, mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est d'aller profondément parce que, moi, souvent, quand je vais faire des entrevues sur certaines choses, c'est 8-10 minutes. Mm-hmm. Le plaisir du podcast, c'est d'aller profondément dans les sujets. Puis c'est là que les gens peuvent comprendre plus profondément aussi ton travail. Plus que de voir une vidéo de 5 minutes. Là, puis de le vivre aussi, là, parce que Sam, puis moi aussi, on est des chasseurs. Puis ce que tu dis, c'est les vrais termes. Là, sauf que nous, on voit les effets de ça. Ouais, c'est ça. D'avoir une conversation ensemble, c'est ça l'essentiel. Parce qu'il y en a des mesures qu'on prend dernièrement pour la chasse, parce qu'on est conscient de ça. Là. Je sais que vous avez peut-être une entente qui s'en vient avec les Inuits, là, parce que c'est un territoire qu'on partage pour la chasse. Oui, je veux dire, que ce soit les Inuits de Mastou-Yash ou les Hurons avec le Nihon-Ncio, les populations d'orignaux, le cheptel d'orignaux, c'est la base alimentaire. Là, fait que c'est très important, puis on travaille en collaboration pour que garder un cheptel. Puis aussi,
tu sais, on remet en question un peu la gestion du gouvernement là-dedans, puis parce que, tu sais, on voit, il y a des problèmes. Là. On le voit à différents endroits. On voit qu'il y a eu des moratoires. On voit que, tu sais, fait que ça fait que, tu sais, tout ce qu'on veut faire, c'est ouvrir les yeux, puis, tu sais, je comprends pas comment tu peux laisser décliner des populations, tu sais, de peu importe quoi. Mais nous autres, qu'est-ce qui nous touche actuellement, c'est l'orignal. Puis, tu sais, continuer à exploiter, puis surexploiter, mettons. Puis comme tu dis, c'est un droit, mettons, traditionnel. Puis qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que pour le territoire, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça appartient à tous les membres. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être un universitaire pour avoir un certain poste. Je veux dire, le territoire et ses ressources appartient à tout le monde, que tu ailles 15 ans puis que tu commences dans la vie ou que tu en aies 45. Ça appartient à tout le monde. Fait que c'est pour ça comme je trouve que c'est un des dossiers les plus importants qui est le territoire de chasse des nations. Oui, puis tu sais, je veux dire... tu sais, on parle pas de chasse sportive. Là, non, c'est ça. C'est de la chasse traditionnelle, c'est de la chasse, c'est de la ressource qui... Fait que, tu sais, il faut, comment dire, il faut s'organiser pour... que ça soit durable. Ça soit durable, c'est ça. Puis là, on travaille fort là-dessus pour que ça soit durable, justement, puis que nos enfants puissent y aller à la chasse, puis que, tu sais, on parle de tradition qui se perd, on parle de ben, tu sais... si on peut plus avoir de gibier ou qu'on peut... Comment tu veux transmettre les traditions si tu n'es même plus capable d'aller de le montrer dans le bois parce qu'il n'y en a plus, tu sais. Fait que c'est important que la population, que ça soit n'importe qu'on utilise d'une quelconque façon, soit viable. Puis, fait que, tu sais, il faut voir une gestion à long terme. Puis, ouais, si c'est pas... tu sais, je veux dire, pour nous, les Autochtones, un orignal, c'est pas un signe de pièce. T'sais. Mais malheureusement, pour le gouvernement, un orignal, c'est un signe de pièce. T'sais. Lui, il rapporte de l'argent. Et nous autres, il nous amène à manger. T'sais. Fait que ça fait que on voit pas de la même manière. Ouais. Mais je pense pas que les chasseurs québécois, nécessairement, c'est tous des chasseurs sportifs, là, dans le sens où il y en a, tu sais, que ils ont quand même un héritage familial qui vient de plusieurs années, qu'ils chassent vraiment pour se nourrir puis qui ont un respect énorme pour l'animal quand même. Exact. C'est juste que la manière dont le gouvernement exploite ça, c'est surdimensionné comparativement au nombre d'orignal qui peut se... exactement, tu sais, je veux dire, puis non, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup... tu sais, il y en a des chasseurs québécois qui chassent vraiment pour... un peu les mêmes causes que nous. Ben oui, c'est clair. Ça, je suis persuadé de ça. C'est juste que le modèle qui est fait actuellement d'exploitation, je suis pas sûr qu'il soit adéquat parce que, tu sais, c'est plus de la macro-gestion que de la micro-gestion. Fait que, tu sais, ils vont faire une gestion sur un grand territoire, mais tu sais... Alors qu'il y a plusieurs habitats différents là-dedans qui sont des développements. S'il y en a un qui est en train de planter, ben, tu sais, il rentre comme dans... Exemple... chiffres de masse. Ouais, c'est ça. T'sais, il est dans le plan de gestion de l'orignal 2013-2018. Ouais, ben, tu sais, fait que là, ils suivent comme le grand plan, mais finalement, t'as 3-4 territoires, c'est planté bien raide. Fait que là, tu sais, t'as pas... Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important de revenir un peu à faire la micro-gestion, puis à... Tu sais, s'il y a des problèmes, ben... Il faut les voir, il faut travailler pour en revenir. Ouais, c'est ça. Je trouve ça plate parce que s'il y a à avoir des conflits, mettons, qui n'acceptent aucunement nos termes puis qu'est-ce que notre nation veut, ben ça va être encore le consommateur, monsieur, madame, tout le monde, qui va à la chasse pour le plaisir puis qui ont payé leur année, mettons. Ils vont arriver là, on va être en conflit, puis
Tu sais, il faudrait que la CEPAC puis les conseils autochtones s'entendent sur un nombre de prélèvements vis-à-vis les nôtres, vis-à-vis nos chiffres. Puis, je sais pas, t'en parlais dernièrement, justement, c'est pas énorme, les prélèvements qu'on fait, là. Il faut... comment je dirais ça? C'est que avec le temps, là, on regarde là, le profil d'exploitation CEPAC. Je veux dire, je veux pas rentrer dans les grands détails. Je veux pas les pointer du doigt et tout ça, mais je veux dire, ils sont toujours en augmentation d'exploitation. Il y a toujours plus de chasseurs. Toujours, en fait. Ouais, mais tu sais, ils recoupent 2 zones pour en faire une 3e. Ouais. Ils mettent des groupes doubles. Tu sais, fait que finalement, tu regardes, oui. Là, ils rajoutent un groupe, mettons, 10 ans. Là, fait que finalement, tu regardes ton portrait de ton territoire, mais là, tu as 6-7 groupes de chasseurs qui passent. Tu as des groupes doubles là-dedans. Tu sais, fait que là. Dans une zone, ouais. Il peut se tuer 10 à 20 orignaux par la semaine. Ben, tu sais, mettons, dans une zone, mettons, il y a 6 groupes, là, mais là-dedans, ils peuvent mettre un groupe double là-dedans, ou des fois 2. Fait que, mettons 7 ou 8 orignaux. Ouais, fait que c'est 7-8. Ouais. Les taux de succès sont pas à 100%. Non, c'est ça. Peut-être des 50, 60, 70. Mais les zones dans le parc, c'est des bonnes zones. Là. C'est convoité par tous les chasseurs du Québec. Oui, c'est ça. C'est quand même... tu sais, je dirais qu'il y a des territoires qui... c'est plus alarmant. Mais, tu sais, or... ouais, ça fait qu'il peut quand même se tuer beaucoup d'orignaux, tu sais, de la façon. Mais, tu sais, d'où là que je disais la micro-gestion, c'est que si, mettons, exemple, là, on en revient à peu près à la population qu'on avait dans les années 90, si on regarde le portrait de chasse, c'était peut-être 3 ou 4 groupes qui avaient la CEPAC dans ce temps-là. Ben, si on en revient à la même population, ben, qu'ils reviennent au même nombre de groupes, c'est pas... ah ouais, c'est ça. C'est pas la grosse science, celle-là, là, je veux dire... là, OK, c'est beau, mais là, on met plus de groupes, on met plus de zones, fait que là, finalement, ils puisent encore plus, puis à un moment donné, on va se retrouver devant rien. Là, mais je pense que le parc des Laurentides avec la Gaspésie, c'est les 2 places les plus lucratives pour la chasse à l'orignal. Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est passé de ça. Je suis d'accord. Oh, mais tu regardes ça, c'est pas avec ça qu'ils payent les routes. Là. Mais non, c'est ça. Je veux dire, la CEPAC, c'est une méga entreprise qui ont des employés, qui ont des camions. Il faut que fasse de la gestion de chemin, de la gestion de lac, de la gestion de chaloupe, de chalet. C'est une entreprise gouvernementale énorme. Puis je suis pas certain qu'il y a réellement des profits dans le sens où les revenus, tu sais, mettons, tu dis, dans une réserve faunique où il y a 30 zones, donc qui a 3 semaines de chasse, comme par exemple la réserve faunique du Saint-Maurice ou la réserve faunique de la Rivière-Rouge. C'est ça, Matawan, Rouge-Matawan. C'est 2 endroits où j'ai été chassé avec des groupes québécois. Donc, c'est des réserves qui ont à peu près, mettons, 30 zones. Il y a 3 groupes de chasse qui se déplacent là, donc 90 groupes de chasse qui se déplacent là-dedans. Donc, on peut aller chercher un total d'à peu près 90 orignales si on est à 100% de succès. Fait qu'en général, c'est 50. Dans un endroit où il y a 300 orignaux, c'est comme de la micro-gestion. Plutôt que gérer 3000 orignaux, tu en gères 300. Puis là, après ça, ben, tu as des groupes autochtones. Mettons à Tikamek, dans le cas de la Rouge-Matawan, tu as 2 familles qui vont là, qui eux récoltent peut-être 10 orignaux dans l'année. Tu intègres ça à tes calculs, puis tu essaies de faire une durabilité là-dedans. Ça se fait, ça. Tu sais, j'en ai rencontré des gens de la CEPAC qui font de la belle gestion de la faune, mais il faut être allumé, il faut être en contact avec les populations autochtones pour savoir c'est qui vient là, puis combien ils en prennent par année. Ça se fait, là. Je pense que c'est pas... mais tout ça pour dire que l'orignal, qui est un signe de pièce, oui, mais c'est un cercle, je sais pas... Ça doit se trouver les chiffres, mais je ne sais pas s'il se dégage réellement des énormes profits derrière ça. Là. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de réserves phoniques qui sont déficitaires. Puis t'en as 1 ou 2 qui sont ben, pas en surplus, mais au moins even, tu sais, avec des petits surplus. Fait que, tu sais, ils se partagent. Veut pas, là, gouvernemental. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils
il éponge, tu sais, fait que c'est pas vraiment territoire par territoire, là. Fait que tu sais, dans ce sens-là, ben, je sais pas si le modèle est bon, je sais pas comment qu'on va, que ça va maturer dans l'avenir, mais, tu sais, je veux dire, la faune, je pense qu'il faut la gérer de façon assez serrée pour, tu sais, quand il y a un problème, là, lever le flag tout de suite, puis c'est ça. Toi, Sam, ta mère était nous? Oui, elle vient de Maliotenam. Puis voyages-tu un peu là-bas dans ce territoire-là de temps en temps? Là-bas, s'ils voyagent. Si toi, tu voyages là-bas, as-tu des relations avec la nation Innu, comme autant que tu as des histoires avec la nation Wendat? Ben, je vais l'été de temps en temps. C'est ma famille, c'est sûr, mais ben franchement, moi, j'ai toujours resté à Wendake. Donc, j'ai toujours parcouru l'Union NCO quand c'était le temps d'aller dans le bois. Quand je vais voir ma famille, je vais pas trop. C'est Rivière-Moisy. Non. Non, mais là, beau, je voyais justement. Ah, c'est de toute beauté. Je voyais justement qu'ils reprenaient le contrôle de la rivière après un nombre X d'années qu'ils ne pouvaient plus y aller. Je trouvais ça beau à voir. Là, ils ont racheté des pourvoiries qui étaient sur cette rivière-là. Donc, ils reprennent le contrôle tranquillement là, de leur rivière ancestrale. Mais tu sais, c'est parce qu'on prend l'exemple c'est la gestion du saumon là-bas. Là, oui, c'est le saumon. Qui est une ressource encore là monétaire pour le gouvernement. Mais pourquoi la nation Innu qui voyage sur la Moisie depuis des milliers d'années, pourquoi ce ne serait pas eux qui pourraient ouvrir une entreprise de pêche sportive? Parce que le saumon, c'est de la pêche sportive. Tu ne peux pas partir avec ton saumon. Fait qu'eux exploitent une pourvoirie au kilomètre 130. Ils font fonctionner des hélicoptères, font fonctionner du voyagement. Ils peuvent se déplacer sur leur territoire plus facilement grâce à des moyens de transport. Puis, ben, il y a du monde qui travaille dans le bois, il y a de la richesse qui se crée, il y a des emplois qui se créent pour des pêcheurs sportifs, des voyageurs. Puis en plus, ça crée des rencontres. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ce que tu dis là, c'est vrai. Mais non seulement c'est vrai, mais c'est rendu quasiment essentiel pour la survie des peuples autochtones. Qui sont... Oui, littéralement, ça donne des emplois à plusieurs personnes. Comme là, ils ont ouvert des protecteurs du territoire, je sais pas, qui protègent en fait les droits Innu qui sont là. Ça donne de l'emploi aux nations, puis ça fait toujours qu'on est toujours de moins en moins dépendant. Parce que comment tu veux devenir indépendant quand tu n'as aucune ressource? Ouais, c'est ce que tu n'as pas accès à la ressource. Ben, quand on n'a pas accès à nos propres ressources qui étaient sur nos territoires, comment tu veux devenir autonome? C'est avec des ressources comme le Tourigli ou comme la rivière Moisy qu'on va devenir de plus en plus autonome puis qu'on va dépendre moins du gouvernement. Ça serait-tu fou de dire qu'un jour, mettons, la gestion comme la CEPAC de la réserve faunique, que ce soit des nations autochtones, mettons... Ah, Brad, ça, c'est mon rêve que ça se passe. Mais ça fait longtemps qu'on est là-dessus, tu sais, je veux dire... Mais c'est grand, c'est énorme. Là, on pourrait y aller à petite échelle. En fait, c'est déjà ça qui se passe avec le Tourigli. Du moins, mettons, on peut commencer à parler par co-gestion. Je veux dire, au moins, pas de nous mettre devant le fait accompli. Là, dans le fond, c'est c'est beau, on va vous donner les chiffres, puis c'est pas ça. Non, la prise de décision, il faudrait que ça soit ensemble. Là, fait actuellement, on n'a pas de place sur, mettons, le CA de la CEPAC dans la réserve faunique des Laurentides. On est consulté, on fait un peu de l'harmonisation, mais on n'a pas, comment je dirais, c'est tout le temps par après. Là. Tu peux pas lever ta main et dire « je suis pas d'accord avec ça », mettons. Ben, ils s'organisent pour que ça soit fait avant. Pour que ça soit fait avant, puis que, tu peux nous dire ce qu'il y a, puis on verra. Ouais, c'est ça. Mais, c'est ça un peu le problème, c'est que nous autres, puis je pense que c'est plusieurs nations qui sont comme ça, regarde, ta décision, on va la prendre ensemble, puis on verra après, là, parce que là, ils apprennent, c'est ça, on est comme...
c'est comme un peu encore l'esprit paternaliste là, du gouvernement, là, que, tu sais, regarde, on va faire ça un peu pour vous autres, mais tu sais, ça fait pas notre affaire, là, tu sais. On voudrait être plus actif dans la gestion des ressources, c'est sûr, là, de notre territoire. Là. Faisable. Ah, faisable. Faut qu'on évolue, nous aussi, puis qu'on se forme, puis qu'on aille à l'école un peu, puis qu'on se dise, bon, mais on connaît notre cause, on a la science aussi derrière nous. Puis, tu sais, je veux dire, comme tu disais, c'est pas si compliqué que ça de dire, en 90, ça allait bien, il y avait tant de groupes de chasseurs, pourquoi qu'on descend pas? Tu sais, c'est quoi, là, pour sauver, à un moment donné, une population une espèce, là, carrément? Là. Ça, on va se ramasser comme le caribou dans quelques années, qu'on va dire, ben, il reste 20 orignaux. Fait que va les prendre en photo parce que ils sont durs à trouver. On le souhaite pas, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Il faut arrêter, comme que je dis, de prendre les animaux pour des signes de pièces, puis les valoriser à leur juste valeur. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec les Anishinaabe. Là. Je sais que là, il était en moratoire cette année. Il n'y avait pas de chasse du tout de la CEPAC dans la réserve faunique de la Vérandrie. Ça, je trouve ça intéressant. Peut-être juste de donner un break d'une année, 2 ou 3 années, ça peut peut-être vraiment beaucoup aider. Peut-être qu'on pourrait même faire ça dans la réserve faunique des Laurentides, de donner un break. Ah oui, absolument. Moi, je serais prêt à faire ça. Là. Peut-être pas tout le monde dans la nation, mais s'il y en a une couple qui disent OK, ben, cette année, on se donne un break, on descend, la CEPAC descend, puis les Inuits descendent. En tout cas. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, il faut. Tu te rentres dans un dossier mitigé. Oui, parce que c'est qui a le droit, qui a le plus le droit à la ressource. Puis c'est différent que, mettons, les coupes forestières où les arbres appartiennent tous au gouvernement. Tandis que là, on peut vraiment aller chercher notre ressource à nous, notre orignal, à notre famille, puis les Québécois aussi. Fait que c'est vraiment différent que les coupes forestières. C'est vraiment une ressource qui est tangible, qu'on peut prendre, tu sais. Que autant qu'on est Québécois, autant qu'on est autochtone, mais en tout cas, c'est pour ça que les coupes forestières, on n'a quasiment rien à dire. On peut pas dire, ben moi, cette année, je n'irai pas couper d'arbres parce que je veux sauver des arbres. C'est pas nous qui décident, on peut rien y faire. Mais tandis que l'orignal, ben, c'est un choix qui est plus personnel, selon moi. Là. Puis moi, personnellement, en tant qu'Autochtone, je trouve que la CEPAC devrait arrêter de chasser avant que nous, on arrête de chasser. Oui, c'est ça. Ouais, sauf que si je serais prêt à faire un sacrifice pareil, tu comprends? Ça n'enlève pas ça. Oui, moi aussi, je serais prêt à le faire, le sacrifice. Mais c'est parce que moi, je dirais pas à mon voisin... Mettons, un Kiwandat qui veut aller à la chasse cette année-là, ben, non, c'est ça, complètement exact. Son droit d'y aller. Ouais. Puis ça, jamais que je vais dire qu'il n'a pas le droit. Exact. Mais comme tu dis, ça serait seulement un choix personnel parce que qui peut dire oui ou non? Non, c'est ça. Oui, mais c'est qu'il faut voir ça un peu d'une autre manière. Tu sais, je veux dire, comme que je disais dans l'entrée de jeu, on n'est pas dans la chasse sportive. Non, ben c'est ça. Fait que nous autres, c'est de la chasse de subsistance, puis la ressource. Puis combien d'années qu'on s'est fait empêcher d'aller sur nos territoires? Ouais, ça a pris 100 ans avant c'est qu'on récent là, qu'on peut la chasse. C'est depuis les années 90 qu'on a le droit. La plupart du monde ne le savent même pas. Là. Non. Mais la fin des années 90, là, c'est à partir de là qu'on a pu retourner à la chasse. Puis parce qu'il y a du monde qui se sont fait arrêter puis qui ont été se battre pour ça. C'est la seule raison. Oui, ben c'est ça. Ben, quand la fondation du Parc national, avant qui est devenue la réserve faunique, là, nous, on avait pu. Il y avait des barrières, puis on se faisait pourchasser par des gardes-chasse. Puis il y en a même, tu sais, parce qu'on parlait justement, hier, on a fait un autre épisode, puis on en parle plus précisément là, de ça, mais il y a des gens qui se sont fait tirer de force dehors du bois. Des gens qui étaient en train de survivre d'une poche de farine puis de la viande de bois. Là. Ouais. Les trappeurs aussi qui nourrissaient leur famille avec les pots. Ils se sont fait chasser. Puis ça, c'est à partir de fin des années 1800 puis jusqu'à récemment, jusqu'il y a une trentaine d'années. C'est du monde qui se sont levés, là, c'est du monde qui se sont levés pour défendre leur... C'est pour ça que je dis de dire à quelqu'un nous, on va prendre un break. Je pense que on l'a fait pendant 90 ans. Là, on s'est fait empêcher d'aller chez nous chasser. Ah, mais tu sais, avant qu'on prenne un break sur le résultat de surexploitation, tu sais, j'ai un peu de misère avec ça. Parce que nous,
on a des chiffres très bas, je veux dire. La surexploitation, est-ce que c'est les nations autochtones qui le font? C'est ça. C'est exactement, c'est ça le but. Le gros enjeu. Le gros enjeu, c'est ça, en fait. C'est qu'ils tirent, ils puisent. Puis après ça, ils disent, ben là, il faudrait tout ça servir. Mais là, c'est parce que c'est toi qui es dans le gâteau, qui pige dans le gâteau. Puis après ça, quand il n'y en a plus, ben... Tu nous mets au régime. Premièrement, tu dis que c'est de notre faute. Deuxièmement, tu dis qu'il n'est pas vrai partout. Tu sais, comme, mettons, pour faire un parallèle, la pêche, la pêche dans réserve, mettons, là, au Bomo, toutes les Hurons, on ne l'a jamais comptabilisé, mais pour imager, on prend peut-être 1000 truites à la gang dans l'été. Puis les autres, ils en pognent quoi? 100 000, plus que 100 000. Ben oui. Ouais. Nous autres, c'est à cause de nous autres que les lacs sont vides. On va arrêter. Nous autres, on va pêcher. On pêche un lac, on en prend 7-8, on soupe, on les mange là. Des fois, on en ramène quelques-unes pour mettre dans le congélateur. Mais la manière qu'un pêcheur... pas tous les pêcheurs, encore là, je veux pas vraiment généraliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du respect quand ils font ça, mais mettons, tu arrives une journée sur un lac, tu as le droit à 15 truites. 15 truites. Le lendemain, il y en a un autre qui arrive, il a le droit à 15 truites. Ouais. Puis je te jure qu'il y a des gens là, qui ont le droit à 15 truites, là, ils vont les compter, puis ils vont en avoir 15. Puis le lendemain, l'autre personne, ils vont arriver, puis l'autre affaire, c'est que si tu es deux dans la chaloupe, c'est 15 chaque. Ouais, fait que s'ils ont le droit à 30, ils vont les prendre les fucking 30. Désolé du mot, là, mais j'ai vu là, des gens là, qui sont obsédés là, par le quota. Gagner leur quota. Ça devient une fierté, puis c'est un trip d'ego aussi là-dedans. C'est la même chose pour la chasse à l'orignal. Tu sais, le gros, on veut le gros buck. C'est qui va tuer cette année? Il y a beaucoup d'ego là-dedans. C'est moi, c'est mon buck. C'est vrai, ça. C'est un phénomène qui est vrai, là, d'espèce d'une gang de gars dans le bois, puis c'est qui le plus fort, puis c'est qui a le plus gros panache. Tu sais, mais c'est con, mais c'est la folie humaine. Tu sais, une fois, je raconte souvent cette histoire-là, j'avais vu à la chasse à l'ours un gars qui avait tué son ours puis il était déçu parce qu'il était pas assez gros. C'est comme maudit, épais, tu l'es pas l'ours si t'es pour être déçu. Voyons, tu sais. Non, c'est ça. C'est quoi le trip, là? C'est juste de dire OK, c'est moi cette année qui a tué le plus gros. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, moi, je fais tout le temps un peu la même analogie ou la même. Je dis tout le temps la même histoire. Quand j'entends des histoires là, de. Mettons, dans un bar ou un resto, pas un resto, mais mettons que là, c'est à cause des Indiens de blablabla, tu sais, qu'on entend tout le temps. Là. Puis moi, un moment donné, c'est ça, j'étais au Normandin, ici, puis il y avait deux gars, deux bonhommes qui parlaient, puis là, ils parlaient de la pêche, justement, puis là, ils disaient que c'était nous autres qui avaient soi-disant vidé le lac. Là, j'ai dit, je vais vous conter une histoire, les gars. T'as fait ça au Normandin. Hein? T'as fait ça au Normandin. Je les connaissais pas. Puis... je les connaissais pas. J'ai dit, c'est deux Québécois là, qui sont là, deux bonhommes québécois. Puis là, il regarde le lac. Il dit, ils ont vidé. Il dit, avant, là, quand on était jeunes, on remplissait nos boîtes de pick-up. Puis à ce temps, c'est les Indiens qui l'ont vidé. Là, les gars me regardaient en voulant dire. Là, ils ont compris où est-ce que je m'en allais. Tu sais. C'est eux autres qui surexploitaient dans le temps. Là, mais là, ils disent que c'est de notre faute à cause qu'ils ne peuvent plus surexploiter. Tu sais. C'est ça qui se passe. Puis combien de fois aussi des histoires des anciens guides qui allaient dans le bois puis ils sortaient des truites là, de 12 livres, là, puis 10 livres, 9 livres. Puis tu sais, des étendre sur une corde pour montrer comment il y en a, puis prendre une photo. Ouais, c'est ça. Puis après ça, les laisser sur le bord du lac. Parce que c'est trop lourd, on les ramène pas à Québec, ces trucs-là. Ah, c'est fou. C'est fou, là. Puis une chance qu'on avait des guides autochtones, puis Wendat, puis Innu, puis qui, eux, ramenaient ces poissons-là, mais des fois, ils ne pouvaient pas tous les ramener parce que le trip du riche bostonnais qui venait ici en 1910... peut-être mauvais exemple, mais mettons 1920, qui venait pêcher, puis qui sortait de la truite pour avoir la photo dans son cadre à Boston avec le plus gros nombre de poissons, puis les plus gros poissons. Sais-tu, je vais te dire,
mettons, là, les grosses truites qui se prenaient, là, c'était pas mal ça fraye. C'est ça qui est Ah ouais? C'était pendant le temps le pire temps de. C'était il allait pas loin des frayères, puis là, il pêchait pour. Fait que, tu sais, c'était. C'était les géniteurs, dans le fond. Ah, c'est ça. C'est ça. Oh, c'est un peu décourageant. Mais, tu sais, bref, c'est des histoires qui viennent de loin puis qui sont encore plaisantes de parler. Il y a beaucoup d'expéditions de même qui ont été faites par des Américains ou les Wendat guidaient qui sont aujourd'hui une preuve d'occupation Wendat parce qu'on le sait qu'en politique, ça prend des preuves. Nos ancêtres, quand il y a des Anglais qui arrivaient et qui allaient en expédition avec des guides Wendat, ils écrivaient leurs récits. Mm-hmm. Grâce à ces récits-là, on est capable de prouver qu'on avait de l'occupation à cette époque-là. T'sais. Fait qu'il y a un bon côté à tout, là, c'est sûr, mais c'est un peu plate qu'on doit prouver ça, mais on n'a pas le choix, C'est comme dans la réserve des Laurentides, le chemin des Jésuites. On repassera, là. On repassera, là. Ouais, c'est ça. Le chemin des Jésuites. Ouais. Ils appellent ça le chemin des Jésuites. Regarde ça, là, ça me donne des frissons à chaque fois, là, voyons donc, là, c'était notre route de commerce, là, avec les Inuits en haut, puis voyons, là, après ça, ils se sont appropriés ça, ils disent c'est Jésus. Le jésuite, là, il n'est pas rentré dans le bois de main, puis il a tapé une traîne. Il ne savait même pas où il s'en allait. Là, ouais, puis ce qui est fou, c'est que cette traîne-là, en tout cas, je sais pas d'où j'ai cette information-là, puis je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, mais cette traîne-là aurait été une ancienne route aussi avant même qu'il y ait des arbres. Mm-hmm. Sur le territoire, parce que on le sait qu'à une époque, après l'ère glaciaire, il y a peut-être 5, 6 ou 8 000 ans, on était plus dans un territoire de toundra ici. Mm-hmm. La forêt, elle a apparu avec la chaleur, puis la fonte des glaciers, puis que ce chemin-là était déjà utilisé, déjà un chemin logique en sinuant les rivières, en évitant les montagnes, puis pour monter au lac Saint-Jean, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. Moi, c'est toutes des petites choses de même qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, ben en tout cas, les gars, c'était un plaisir de vous avoir. Je pense qu'on va terminer ça là. Puis si jamais vous êtes intéressés à revenir, pour parler d'autres choses, on le fera. Puis merci beaucoup, Tiawak, d'avoir été là. Puis, Tiawak, Kensio. Tiawak. Salut. Salut.